payer le tricycle. Pourquoi? Parce que le tricycle va peut-être constituer ça, va constituer à une autre source de revenus. Donc, j'essaie de payer ces 30 000 francs chaque mois dans l'objectif de pouvoir payer le tricycle. Donc, je fais le même calcul. Si c'est 1,5 million, je divise mes 1,5 million par les 30 000 pour voir approximativement. Maintenant, il peut y avoir des mois où c'est un peu chaud parce que c'est comme dans toutes les activités aussi. Dans les activités, faites l'effort d'identifier la période où il y aura un peu de tempête. Parce qu'en fonction de l'activité, vous allez constater qu'il y a des périodes où ça marche pas. Il y a des périodes où ça ne marche pas. Donc, si vous gérez vos activités, vous devez nécessairement faire cette répartition de planifier, de telle sorte que les périodes où ça marche beaucoup, je vais faire assez de réserve pour pouvoir anticiper sur les périodes où ça ne marche pas du tout. Donc là, vous, dans votre cas d'espèce, vous savez par exemple que c'est 30 000 francs que vous investissez, vous divisez simplement ces 1,5 million par 30, qui va peut-être encore vous donner un an, quelque temps. C'est une question peut-être de patience. Maintenant, si vous voulez en même temps, dans la même année, avoir votre ici, je vous dirais peut-être de chercher un associé. De chercher un associé, si éventuellement c'est un business que vous voulez mettre en place, il vous faut structurer le business, avoir des, comment on appelle ça, des arguments convaincants, de trouver quelqu'un qui peut s'associer à vous. Vous allez bien expliquer le projet à la personne. Si on a le tricycle en 1,5 million, en l'espace de 6 mois, en l'espace de 5 mois, voici ce qu'on peut gagner, voici ce qu'on peut avoir, et vous arrivez à convaincre la personne, je pense que cette personne peut décider de s'associer à vous, vous allez développer votre business. Ça va toujours pas? Ça va. Merci beaucoup. Autre question? C'est bon? Ok. Est-ce que vous conseillez les prêts bancaires dans l'entrepreneuriat? Je prends son exemple comme ça. Si elle veut acheter un tricycle de 1,5 million, bon, elle veut faire le projet dans 1 an. Et si on fait les calculs, ça donne au moins 4 ans. Est-ce que vous conseillez qu'on prenne des prêts bancaires pour pouvoir arriver à acheter les tricycles? Les prêts sont faits pour aider. Donc, si vous avez cette possibilité de prendre un prêt pour anticiper sur votre projet, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et aujourd'hui, il faut des garanties la plupart du temps. Donc, si par exemple elle est salariée, elle a un compte en banque, un compte courant en banque, elle peut appeler par exemple son gestionnaire pour dire voici mon projet, voici ce que je veux faire. On essaie d'évaluer. Si on peut lui donner un prêt, ben, ça c'est une chance. On lui donne le prêt et elle prend ce prêt-là pour pouvoir développer ses activités. Soit elle peut aller voir une microfinance. Et elle présente le projet, elle discute avec la microfinance. Ça, si ça passe, c'est aussi une chance. On ne peut pas interdire les prêts. Les prêts sont faits pour aider. Les prêts sont faits pour anticiper. Si on n'a pas peut-être des sources sur lesquelles peut-être on va s'appuyer pour pouvoir réaliser par exemple un projet. Maintenant, moi, je n'ai pas parlé de prêt parce que dans son explication, je pense qu'elle ne veut pas entendre parler de prêt. Elle veut peut-être entendre parler des actions vraiment pratiques qui vont lui permettre de pouvoir. Il y a tout le monde qui ne supporte pas le prêt aussi. Il y a des gens qui ne supportent pas les prêts. Donc, ça dépend de l'objectif et ça dépend de ce qu'elle vise, mais c'est possible. Père de juin, je vous remercie beaucoup parce que bon, en tout cas moi j'ai appris beaucoup. J'aimerais savoir, vous avez parlé que pour investir, il faut investir dans les secteurs promoteurs. Comment faire pour connaître ces secteurs-là? Parce que beaucoup d'entre nous ici, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On s'est cassé la figure. J'aimerais savoir comment faire pour connaître ces secteurs promoteurs. Vous avez parlé aussi des réseaux, il faut être dans des réseaux. Est-ce qu'il y a un canal par lequel vous pouvez connaître ces gens, des réseaux, pour avoir des formations? Merci.
Déjà, vous avez demandé au niveau de la première question, c'était secteur promoteur. les secteurs promoteurs, d'accord. Comment on peut ça le savoir? Comment on fait pour identifier les secteurs promoteurs? Moi, je dirais, si vous voulez investir dans un secteur, la première des choses, c'est d'avoir une connaissance assez poussée dans le secteur. Ne suivez pas les gens. On a dit, bon, il y a un beau match, on va faire on dit, je ne sais pas, il n'y a pas encore. En tout cas, tout ce qui marche, on les exemples. Ça marche, je vais investir dedans. Il ne faut pas commettre cette erreur. Pourquoi? Parce que, avant d'investir dans un secteur, il faut bien maîtriser le secteur. Il faut maîtriser les pour, les contre, les tenants, les aboutissants du secteur. Parce que dans tout secteur d'activité, il y a des risques. Et en gestion de projet, on dit, si vous voulez exécuter, soit si vous voulez réaliser une activité, il faut évaluer les risques. Si les risques sont élevés, laissez tomber. Si les risques sont élevés, laissez tomber. Donc moi je dirais, les personnes par exemple qui veulent effectuer des investissements, soit qui veulent développer des activités, des grands projets, vous avez impérativement besoin de développer des compétences, surtout dans le domaine de la gestion de projet. Mais ça vous donne une certaine visibilité sur la connaissance du secteur avant d'aller investir dans le secteur. Parce que vous devez savoir quels sont les inconvénients, quels sont les avantages, comment le secteur fonctionne. Et si je prends par exemple le cas du transport, ça c'est un secteur hyper risqué, un secteur qui augmente votre rythme cardiaque 100 à l'heure. Donc il y a assez de secteurs. Et aussi il faut se poser la question, est-ce qu'on est disponible, est-ce qu'on a le temps? Il y a aujourd'hui des secteurs dans lesquels si vous investissez, même si vous n'êtes pas présent, vous pouvez le suivre. Mais il y a des secteurs, votre présence est indispensable. Je prends le cas de la restauration. Bon, tu as fait un restaurant, tu as confié à quelqu'un, tu dis tu voyages 6 mois. Ça va se passer bon. Tu ne peux pas suivre. Donc il y a des secteurs, si vous pensez que vous n'avez pas le temps, n'investissez pas. Moi, je ne vous dirai pas, il y a des secteurs porteurs. Tous les secteurs sont bons. Tous les secteurs sont bons. Je ne dirai pas non, il y a des secteurs qui sont... Tous les secteurs sont bons. En termes d'investissement, la question, c'est de s'asseoir, identifier le secteur, poser les vraies questions. Est-ce que j'ai quelques connaissances? Si je n'ai pas de connaissances, je prends le temps d'aller me former dans le secteur. Parce que si vous ne le faites pas, et les gens vont vous duper, c'est vrai, il n'y a rien à faire, ils vont vous mentir, le chauffeur va gratter sa tête 10 fois, j'ai changé de temps, j'ai fait 6 policiers, m'a attrapé, tout ça. Et finalement, vous allez vous rendre compte qu'un bon matin, vous allez craquer, vous allez laisser tomber le business. Donc il faut d'abord s'informer. Après l'information, il faut avoir déjà des connaissances dans le secteur. Et moi, le conseil que je donne la plupart du temps, il faut aimer un peu le secteur. Il faut aimer le secteur. Pourquoi? Parce que l'amour du secteur va vous pousser au fait à être persévérant. S'il y a des difficultés, parce qu'il y a des difficultés partout. Mais ça vous permettra d'être persévérant, de pouvoir surmonter les difficultés si ça se présente. Mais tous les secteurs sont porteurs. Ça dépend aussi de votre moyen financier. En fonction de votre moyen financier, on peut vous orienter aussi vers les secteurs. En termes de formation, je pense qu'il y a une plateforme du renouveau et entrepreneuriat. Là-bas, je pense qu'on balance à chaque fois certaines formations dans des domaines vraiment précis. Donc, si par exemple vous avez pour objectif de vous former dans des secteurs, vous pouvez me voir, je peux mieux vous orienter. Et en fonction aussi de l'objectif que vous voulez atteindre à long terme, il y a des stratégies qu'on peut mettre en place pour savoir réellement de quoi vous avez besoin. Parce que se former, c'est bon, mais il ne faut pas aussi être partout, il ne faut pas être éparpillé. Il faut se former en fonction de la vision qu'on a définie au préalable. C'est bon? Merci. Le réseautage, c'est ça? En fait, déjà, ce que vous devez savoir, en termes de réseautage, je le dis pourquoi? Parce que seul on ne peut pas. Aujourd'hui,
que ce soit en entrepreneuriat, développer son activité, que ce soit chercher un travail, que ce soit chercher une promotion pour les salariés, ce n'est pas facile de faire seul. Parce que en termes d'opportunités qui passent partout, il y a des analyses qui disent qu'il y a plus de 54% des opportunités qui s'obtiennent par recommandation. Donc si quelqu'un ne te connaît pas, c'est vraiment difficile de te recommander. Donc les résultats, c'est à travers les activités. Même ici où on est, c'est un canal de réseautage. Parce que chacun a un profil différent. Donc on peut par exemple discuter, demander l'activité que l'autre fait. Voici ce que moi je fais, qu'est-ce que toi tu peux m'apporter, voici ce que je peux t'apporter, voici ce que moi je peux t'apporter, et on échange. Maintenant, en dehors de ça aussi, on peut participer à des activités, des conférences. J'ai parlé d'un dîner de réseautage. Il y a des cadres qui sont appropriés pour avoir un réseau. Mais ce qui est important, si vous allez par exemple à cette activité, vous prenez une carte de visite. Comment vous entretenez cette carte de visite? Automatiquement, lorsque vous prenez la carte de visite, vous ne devez pas attendre un mois après pour appeler la personne qui était à un dîner de réseautage quelque part. Est-ce que tu te souviens de moi? Il ne va jamais se souvenir parce qu'il a peut-être pris, soit ils ont peut-être pris 50 cartes de visite dans sa main. Donc automatiquement, vous participez à une activité samedi, lundi qui suit, laissez un petit message, vous dites à la personne, vous participé à telle activité, tout ça que vous signez. Et je vous en prie, il ne faut pas envoyer coucou. Non, il ne faut pas envoyer coucou à la personne. Tu salues la personne convenablement, bonjour monsieur, bonjour madame, tant, et tu connais son nom, mais tu connais son nom, donc tu personnalises le message, tu écris un bon message et tu signes. Et tu dis à quelle occasion tu l'as rencontré. Dès qu'il te répond, automatiquement vous commencez par échanger jusqu'à ce que ça devienne un réseau. Et demain, s'il a des opportunités, il peut te balancer. Si lui, et comme tu as des trucs, tu peux balancer. Là, ça constitue un réseau. Et si on veut réussir dans ces activités, je vous assure, c'est une condition indispensable. Vous ne pouvez jamais être dans le même point, dans la même zone de confort, avec les mêmes personnes de pensée que vous allez dans. Ce n'est pas possible. Il y a des partenariats que vous devez développer, il y a des personnes avec qui vous devez vous associer, il y a des choses que vous devez tisser pour aller loin. C'est indispensable. Vous ne pouvez pas faire seul en étant seulement dans votre zone de confort. Il faut sortir, il faut rencontrer les gens, il faut discuter avec les gens. C'est très important. Donc voilà un peu comment on peut construire un bon réseau. Il y a une question au fond là-bas. Il y a une personne là-bas au fond. Bonsoir, monsieur le conférencier et la sœur à côté. Je vais m'excuser, vous avez pris en cours là, il y a quelques 10 minutes, mais il y a une thématique qui m'intéresse, celle de l'entrepreneuriat et le réseautage. Clairement, il faut dire que la plupart des gens ne savent pas vers où se diriger concrètement. Par exemple, nous sommes dans... Moi, je m'appelle M. Zou, je suis enseignant, j'interviens dans le développement de solutions informatiques et d'applications autres. Et il se trouve qu'on a fait plusieurs forums, on a assisté à plusieurs conférences, mais clairement, le jeune Ivoirien, le jeune entrepreneur, ne sait pas quelle banque est dédiée à tel type de projet ou de financement en Côte d'Ivoire. C'est ce qui concerne déjà les banques, c'est un peu compliqué. Que ce soit le réseautage, même à l'intérieur de l'église catholique, tout à l'heure, je viens d'apprendre qu'il y a une plateforme pour le remover, tout ça, mais c'est bien. Je vais poser ma question directement. Moi, j'appartiens à un groupe. Nous, on est dans l'entrepreneuriat, ça fait déjà 2 ans et demi. Nous intervenons dans la création de petites écoles de proximité. Si cela a marché, ça a été justement grâce au réseautage de certaines personnes, mais ce n'est pas ce qui marche. Tout le monde ne sait pas où aller. Alors moi, personnellement, qui suis devant vous, pour le développement des solutions informatiques comme nous le faisons là, est-ce que vous pouvez nous dire quelle institution, quelle banque qui pourrait nous accompagner si on voudrait compter sur les autres un peu dans un premier temps? Dans un deuxième temps, mon groupe s'élargit un peu. Nous ambitionnons rassembler au moins 1000 personnes. On a déjà fait avec à l'aide de petites cotisations mensuelles qu'on veut agrandir. Si donc nous décidions par exemple pour les 1000 personnes de cotiser 10 000 francs par mois,
et que nous voulons loger dans un compte pour plus tard demander un prêt sur la base de ce que nous-mêmes nous avons fait. Quelle institution bancaire est la mieux indiquée pour nous accompagner pour qu'à terme, soit au bout de 2 ans, 3 ans, nous puissions mettre vraiment sur pied notre projet? Merci. Merci. Déjà, vous avez posé 2 questions. La première question, c'est concernant, concernant la solution. Vous avez dit que vous êtes enseignant en développement d'applications. C'est ça, hein? Vous êtes enseignant? Enseignant au privé, j'enseigne l'anglais au privé. Maintenant, à côté, étant un aficionado, j'ai créé une petite équipe pour essayer de monter un business et nous en sommes à notre 4e application. Ok. Maintenant, l'objectif là-bas, c'est avec votre petit réseau de développeurs d'applications, vous recherchez au fait une banque qui peut financer vos projets. Voilà, ce type de projet qui peut les accompagner durablement. Ok. La question d'abord, est-ce que vous êtes constitué en entreprise? Bien sûr, c'est ici, on a l'IDU, identifiant une unique entreprise pluripersonnelle. Quel statut? SAR. D'accord. Depuis combien d'années? 2 ans. Ok. Est-ce que vous avez des applications concrètes que vous avez déjà développées? D'accord. Nous avons développé la seule application qui existe en Côte d'Ivoire, qui malheureusement n'a pas été acceptée par le clergé catholique, ça va m'excuser, qu'on a voulu mettre gracieusement à disposition des églises catholiques. Il s'agissait de permettre à toute la chrétienté catholique ivoirienne de se déconnecter un peu des réseaux divers, WhatsApp, Facebook, tous ces trucs-là, mais de rassembler sur une plateforme qui fait et de l'informationnel, et du relationnel, et du transactionnel, et qui fait un peu, n'est-ce pas, de la mise en relation dans le domaine de tout ce qui est social. D'accord. Mais bon, d'accord, ça c'est l'une des pratiques. La deuxième est un peu l'application pendant du SIGFU, Système intégré de gestion foncière rurale. Nous avons développé une application pour le foncier rural. Ça, c'est quelque chose de concret. Je m'arrête là. D'accord, merci. Donc déjà, ce que vous devez savoir, ça dépend de l'objectif que vous visez. Si votre application, l'application est dans un but lucratif, si l'application est dans un but lucratif, ça veut simplement dire que l'application va générer de l'argent. C'est ça, l'application va générer de l'argent. Ça sera difficile, par exemple, pour les institutions, les bailleurs de pouvoir vous accompagner. Si, par exemple, l'application va générer de l'argent. Donc, si vous devez viser, par exemple, un financement, vous devez écarter tout ce qui est bailleur de fonds, tout ce qui est institution internationale. Si vous devez vous rapprocher des banques, il faudrait que vous puissiez évaluer ce qu'on appelle business case. Business case de votre projet. Et le business case de votre projet va éventuellement défendre le projet auprès de ces institutions financières pour évaluer la rentabilité du projet, pour voir comment on appelle ça, la pertinence, pour voir si vous pouvez pérenniser ce projet. Et si c'est bien fait, je pense qu'il y a beaucoup de projets informatiques IT qui sont financés. Par qui? Par les institutions financières. Si c'est bien monté, pouvez vous rapprocher des institutions financières. Je prends le cas de votre projet dans le domaine de l'agriculture. Je ne sais pas si vous avez par exemple, il y a des banques qui sont spécialisées dans le développement local. Il y a des banques qui sont spécialisées dans tout ce qui touche, par exemple, il y a des fonds verts qui sont donnés, par exemple. Donc, en fait, là, j'aimerais, si tu permets bien, si on peut mettre le doigt directement sur la chose, et ce sera peut-être bien pour moi ou bien pour tous ceux qui écoutent aussi. Si c'est un fonds, si c'est par exemple un projet vert, un projet qui touche par exemple tout ce qui est environnement, développement durable, allez directement vers le ministère de l'Environnement. Ils ont des financements, ils ont des fonds directs qu'ils peuvent mettre à votre disposition pour réaliser votre projet. Donc ça dépend du projet, ça dépend de l'ampleur du projet.
Donc en fonction des projets, on peut éventuellement faire l'étude pour voir quel type, en fonction du secteur, quel type